Très bien. Tu es parti à quelle heure ce matin? 6h19 de Grenoble pour venir jusqu'ici en passant par Lille. C'était parfait. Très matinal donc. Oui, 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 assez matinal. D'accord. C'est très sympa de venir me voir. C'est un peu comme notre ami Moncho, hein, qui a pris le bateau, Marseille, puis le TGV pour arriver ici, quoi. Un lundi matin. Oui, oui. Non, mais c'est un plaisir. Moi, je ne connaissais pas du tout Bruxelles, donc je suis ravi, vraiment. Ravi d'être là, ravi enfin de voir cette magnifique bibliothèque et toi devant, Ah. et ces deux fauteuils mythiques. Voilà, surtout moi te voir à mes côtés, c'est formidable. C'est partagé, franchement. On va faire un bond en arrière, Tony. Quels sont les premiers souvenirs que tu as du livre que tu as en main? Tu es tout gamin. Jules Verne, Michel Strogoff, ou Jack London, L'appel de la forêt. Je cite toujours ces deux-là parce que l'ampleur, parce que l'aventure, parce qu'on est emporté ailleurs que chez nous, et voilà, j'ai plongé là, vraiment. On a déjà parti vers le rêve, vers le voyage. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est des maîtres pour moi. Ça reste assez inégalé dans mon souvenir de lecteur enfant. D'accord. Il y avait à un moment un grand-parent, quelqu'un qui racontait des histoires, ou un instituteur qui t'a marqué? Ben non, étrangement non. Étrangement, non, non. étrangement non. Non, c'est moi. C'est le sentiment un peu de solitude, je pense, qui a été nourri de ces romans et qui me faisait m'évader, même si j'avais une enfance très heureuse. J'avais besoin de cette évasion. Donc oui, Jules Verne, Michel Strogoff, ça reste quand même quelque chose que j'adore. L'appel de la forêt, puis forcément derrière Cro-Blanc, puis forcément derrière Les Misérables. Mais vraiment, c'était ça, c'était gros impact. Hein. Donc tu entretiens la solitude. Étrangement, oui. J'en ai besoin. Nous partageons alors, ça veut dire. J'en ai besoin, ouais. J'en ai besoin. Qu'est-ce qui a un petit peu guidé, peut-être pas vers les études que tu as fait plus tard? Je voulais être enseignant, ça c'était un besoin aussi qui me semble, comme la lecture, que j'ai toujours eu. J'ai toujours eu envie de partager. Je pensais que l'enfance c'était un terreau fertile pour plein de choses plutôt positives. Mais ça c'est amusant parce que tu dis un être solitaire mais qui a envie de partager. Oui, donc c'est partir à la découverte de l'autre et de transmettre quelque chose. Oui, peut-être. Transmettre ce qu'on aime nous. Voilà. Le plaisir par exemple de mes lectures d'enfants, ça a été un plaisir que de les transmettre aux autres enfants. Je fais toujours lire Cro-Blanc dans ma classe par exemple, alors que moi je l'avais adoré petit. Oui. Dans mes bibliothèques de fond de classe, je fais découvrir des bibliothèques roses de Fantomette à mes élèves qui l'adorent comme moi petit je les ai adorés aussi. Et voilà. Blanc que j'ai là-bas, j'ai aussi moi Bosco qui est là-bas avec l'enfant et la rivière. Voilà, aussi. Et du coup, oui, c'était un métier. Après moi je connaissais un peu le milieu de l'école parce que mon frère était devenu enseignant aussi, mon frère aîné, que ma maman travaillait dans les écoles aussi, donc j'ai baigné quand même dans un milieu comme ça, enseignant. Et pour moi, il n'y avait pas trop le choix, enfin pas trop le choix, je me suis jamais trop posé la question. Si on me demandait ce que je voulais faire, c'était être enseignant. Et pour captiver l'attention un petit peu des élèves, quel est ton truc? Mais si j'en avais, s'il y en avait d'abord. Franchement, je ne sais pas, je crois le plaisir avant tout. L'histoire? Enfin, l'histoire, raconter quelque chose pour... Alors, forcément. Arrondir les angles de la... Forcément, les livres, on les lit ensemble avec les enfants. D'accord. Moi, j'en lis des parties en classe encore, alors que mes élèves ont plutôt 9 ans. Donc tu es dans cette tranche-là d'âge? Ouais, 8-9 ans. Donc ils sont en plein éveil, quoi. Voilà. Et c'est formidable de leur donner un livre pour les vacances et qu'à la rentrée, là, ils me disent j'ai adoré le livre que tu m'as donné ou que tu m'as laissé. Ça, voilà, ça je piaffe d'impatience à la rentrée pour ça, quoi. D'accord. Ouais. Moi, un petit peu, quand j'étais libraire, évidemment, les grands-parents, je raconte souvent cette anecdote-là,
ont toujours les petits-enfants les plus intelligents du monde. Évidemment, 2 jours, 3 jours après, il a déjà lu. Je dis, mais écoute, gamin, est-ce que tu as joué avec ton livre? Alors le garçon me regardait, mais jouer avec mon livre, c'est quoi, monsieur? Il dit, attends, c'est celui-là que tu as acheté. Et alors je lui montrais ce mot-là. Tu penses que bonne maman, bon papa savent ce que ça veut dire? Ah, je ne sais pas. Donc, tu vois, il commence à découvrir que dans le livre qu'il a survolé, il y a quelque chose qui pourrait peut-être piéger bon papa ou bonne maman. Alors je dis, écoute, si tu vois qu'ils hésitent, tu leur demandes de regarder dans le dictionnaire, mais tu me demandes aussi un petit carnet pour que tu recopies le mot que tu viens de découvrir avec eux. Et avant de refermer le carnet, tu recopies le mot au-dessus et le mot en dessous. Tu découvres 3 nouvelles choses. Et ça, c'est un professeur à l'école normale qui nous avait appris ça. Messieurs, vous allez dans le dictionnaire, recopier ce mot au-dessus, en dessous. Et vous n'aurez plus qu'à agiter votre petit carnet, tous les mots justes vont tomber et vos phrases vont venir d'elles-mêmes. Le livre est un monde, on peut voir le planisphère et on peut voir les pays, après et puis aller au cœur des pays. Donc tu vois, jouer avec la lecture, bonne idée, c'est quelque chose qui est très amusant à faire découvrir. Quoi. Moi, c'est vraiment le plaisir, le plaisir du partage. L'histoire de France, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Raconter l'histoire de France, c'est juste merveilleux. On a des enfants qui attendent la suite, en fait. D'accord. Et c'est bon. Pour les maths, c'est un peu plus compliqué. Ah, ça, moi, je ne suis pas matheux non plus. Heureusement, j'en connais d'autres qui sont matheux. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Mis à part la lecture, quels sont tes autres hobbies? Le sport. Beaucoup. Le sport, évidemment, le basket en particulier. Le basketball, c'est quand même... Mais en spectateur ou en joueur? En joueur, j'ai toujours joué. Tu as toujours joué. Je continue un petit peu. C'est un vrai plaisir. J'ai des fils qui font du basket aussi. On joue le vendredi soir ensemble dans un gymnase avec des amis. Et c'est un grand moment dans ma semaine. J'adore le cinéma, je suis un passionné de cinéma. Je suis assez fou de musique aussi. Il y a quand même pas mal de choses qui me rendent fou. Tu m'as dit que tu habitais au pied des montagnes dans la région de Grenoble. Là aussi, c'est les balades. Alors. Voilà, les montagnes, c'est nécessaire. Ça étouffe certains et moi, ça me fait respirer en fait. Je me dis que je peux prendre mon sac et marcher 20 minutes et être sur un sommet. En solitaire. Et ça n'a pas de prix. De préférence ou avec... Alors non, alors étrangement, les randonnées, je les fais avec des copains, plutôt avec des copains, c'est un partage. On dit parfois rien, on marche des heures, mais c'est un partage. La contemplation du chemin que tu viens de traverser, tu te retournes souvent sur le chemin parcouru? Pas trop, non. Pas tant que ça. Non, c'est gai ça. Oui. Là, on va vers quelque chose, mais se stopper et de regarder le chemin parcouru, qui a quand même... Pas tant que ça. Qui a une autre lumière, tout compte fait, parce que lorsque tu vas revenir sur les pas, tu vas redécouvrir le même chemin, mais avec une autre lumière, parce que le sol... Oui, mais je... Pas tant que ça. Non, et d'ailleurs, tu vois, alors étrangement, c'est marrant, on se faisait la réflexion, en randonnée, je déteste revenir sur mes pas. Et de manière générale aussi dans la vie. Et si j'ai... Donc tu fais une boucle alors? Oui. Ouais. Je reviens rarement sur mes pas, ouais. Et heureusement, parce qu'il faudrait que je réécrive tous mes livres. C'est source d'inspiration, la promenade en montagne? Alors pas plus que ça, c'est source de sérénité. De sérénité, voilà. Mais pas forcément d'inspiration, mais de sérénité, oui, indéniablement. De toute façon, on le voit, les médecins préconisent de plus en plus la marche, et si possible dans la nature, et si on a la chance d'avoir des montagnes... Je pense que c'est nécessaire, c'est nécessaire. Par tout temps? La pluie non, je suis très... c'est comme pluie. Le ski, j'adore le ski, et c'est à côté de chez moi. Mais il faut de la neige pour le ski. Il faut de la neige et des bonnes conditions. D'accord, des bonnes conditions, d'accord. Je suis un petit bourgeois de, de la montagne. Tu ne seras pas encapé Non, rarement, non, j'en connais qui font ça, mais non, même dans ma famille, mais non, moi je suis un peu pépère à ce niveau-là, non. Je ne peux pas me faire du mal. Tu pars avec un livre dans ton sac? Non. Ah non.
La montagne, Parce c'est... que j'en connais qui partent, ils ont un bouquin, on se pose, ils ont... Non, 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 moi j'y vais pour marcher. D'accord, pour marcher. Voilà, et je ne cueille pas de champignons, ni de myrtilles, rien. J'y vais pour marcher. Quand je... Non, non, la montagne, c'est pour marcher. Pour aller plus haut, comme disait l'autre. Tu as lu souvent dans ta vie. Oui. Est-ce que ça a été, je vais dire, une approche pour toi, prendre la plume un jour? Ou bien la plume était toujours là, en train de voguer, de te chatouiller les doigts pour te dire, tiens, j'y vais pas, je fonce, je me décide. Moi, je dirais plus que la lecture a été une réticence à l'écriture, Voilà. justement. Plus, parce que quand je te parle des auteurs que je lisais, je pourrais en citer plein d'autres. Et pour moi, il était hors de question que je me mêle à ce monde-là. C'était impossible pour moi. Vraiment, c'était même pas imaginable. Donc non, c'était une réticence. J'écrivais des choses qui n'avaient rien à voir avec la littérature. Ça pouvait être des chansons, des poésies, des petits textes comme ça, mais non, jamais. Et maintenant encore, je catégorise beaucoup la littérature. D'accord, oui. Voilà. Et je me mets dans la catégorie pas la plus reluisante pour tout dire. C'est pas de la fausse modestie, vraiment. Je trouve que voilà, il y a les maîtres, les écrivains avec un grand E, et puis des gens qui écrivent Sur un coin de table dans un café. bien ou mal, sur un coin de table, pour beaucoup de gens ou peu de gens. Mais voilà, je trouve que là c'est très très... mais ça vient de moi, hein, c'est pas du tout... je n'impose à personne ma manière de voir les choses. Mais ton rythme de travail, tu as une période dans la journée où tu es plus propice à écrire, ou bien... Oui, le matin sans aucun doute. Avant, je disais que c'est pour ne pas réaliser ce que j'étais en train de faire comme bêtise. D'accord. Je me disais que quand tout le monde dormait, que j'avais juste mon café et la vue sur mes montagnes, je pouvais imaginer des choses et que j'étais capable de les faire. Et puis quand tout le monde se réveillait dans la maison, je réalisais que j'étais pas forcément un auteur, donc il fallait que je m'arrête. Et puis non, après ça s'est passé. On m'a laissé croire que ça pouvait être autrement, et du coup, voilà, donc j'écris plutôt le matin. Mais c'est vrai que s'il faut reprendre un texte, je peux le faire l'après-midi aussi. Ça dépend. Quand je suis en vacances, j'écris beaucoup plus forcément. Mais il faut que je sois seul en tout cas, ça c'est certain. On va faire un bond en arrière. Comment l'élément déclencheur est venu en toi? Quel a été cet élément déclencheur en disant j'ose quand même me lancer, je vais commencer à écrire quelque chose pour faire du sérieux? C'est venu comment ça? J'accompagnais mes fils faire du sport, c'était assez loin de chez moi, et je les attendais dans un bar rempli d'Italiens, qui était un bar très bruyant d'ailleurs. Alors c'est étrange parce que je te parlais de solitude avant, très bruyant, très drôle, où je travaillais pour moi. Et puis petit à petit, je me suis dit que c'était un instant assez privilégié, et j'ai commencé à écrire une histoire. Et comme mes enfants font beaucoup de sport et que j'y suis allé beaucoup dans ce bar-là, ça finit par être un manuscrit. Et le fil de l'histoire, c'était quoi? De mon premier manuscrit. Est-ce que ça avait trait avec l'ambiance où tu étais, ou bien... Pas du tout. Alors c'était l'histoire d'un instituteur qui détestait les enfants, qui couchait avec les mamans, et qui finissait par tuer son père. D'accord. Donc c'est là où mon éditeur de l'époque m'a dit de prendre un pseudonyme. Parce que j'allais peut-être avoir des enfants qui allaient être enlevés de ma classe. Donc voilà, c'était vraiment ça. C'était l'histoire d'un gars un peu à la dérive, et qui voyait son père partir avec la maladie d'Alzheimer, et qui refusait complètement de voir ça. C'était assez acide. C'était peut-être un petit exutoire aussi, et voilà, et ça a fini par devenir une histoire, et je l'ai envoyé à des maisons d'édition. D'accord. Alors c'est le train qui se met en marche. Comment vient le thème d'un futur écrit?
Est-ce qu'il y a une réflexion ou bien est-ce que c'est une idée qui est venue comme ça un beau jour au matin, que tu as dit, tiens, c'est là-dessus que je vais démarrer. Comment ça se passe chez toi? C'est souvent en écoutant les gens, D'accord. en rencontrant des gens, en entendant des histoires et en me disant mais ça c'est quand même une histoire formidable quoi. Euh, Tu n'as pas des petites nouvelles qui sont dans les tiroirs que tu ressors en disant, tiens, alors ça je vais si pouvoir... j'ai des thèmes, Voilà, tu as forcément, des thèmes, parce que d'accord. chaque fois je rencontre des gens, enfin voilà j'entends parler, il y a des thèmes qui me parlent très fort. Oui j'en ai encore quelques-uns dans mes tiroirs que j'aimerais traiter. Mhm. J'ai un voisin qui me raconte sa vie quand on fait notre potager chacun dans son coin. D'accord. Et j'ai vraiment envie de raconter ça parce que c'est une histoire formidable. Ouais, il y a plein de thèmes comme ça que j'ai envie d'aborder. Après, l'idée c'est de trouver la manière de les aborder, de Mhm. ne pas être un copier-coller de ce qui a déjà existé, et ça c'est un peu compliqué. Mhm. Donc les thèmes je les ai, il y en a plein je trouve, et puis tu es d'accord avec moi, la vie de tout le monde mériterait Mhm. est déjà une histoire je trouve. Oui. Après, comment l'aborder, sous quel angle, que ça soit un petit peu différent, ça va être ça qui va être le plus à maturer, j'allais D'accord. dire. Puis Voilà. l'actualité peut être un tremplin pour reprendre quelque chose et dire de le développer. Comme on disait tout à l'heure, avec Luc Baba qui avait visité, il y avait quelque chose qui était là en stand-by, Mm. avec des souvenirs du Bénin, qui, Oui, les voilà, circonstances font qu'on reprend l'ouvrage voilà, pour pouvoir alors développer quelque chose. voilà. Mais donc tu as dans les tiroirs beaucoup de thèmes à pouvoir... Oui, j'en ai plein. tu es un grainetier, quoi, tu as ça dans Oui, les petits voilà, tiroirs. oui, exactement, ça serait ça, l'image est jolie. Vraiment, il y a plein de thèmes que j'aimerais aborder, dont j'aimerais parler. Après, il faut trouver la manière de le faire. Mhm. Et ça, ça mérite un peu réflexion, quoi. Pas si jeter à corps perdu, quoi. Mhm. Donc, tu vas encore peut-être subir mes histoires quelque temps encore. Être écrivain pour toi, c'est quoi? Mais c'est la catégorie dont je te parlais, c'est Zola, c'est Jules Verne, Mhm. c'est c'est les écrivains, Et des gens. pourquoi sont-ils grands? Parce qu'ils t'ont marqué, ils t'ont frappé ou ils Sans ont doute, frappé? Voilà. sans doute, parce que j'allais dire les grands, mais ils sont grands pour moi, Mhm. euh, et peut-être pas forcément pour tout le monde. Oui, voilà, parce que je trouve qu'ils laissent une empreinte assez indélébile avec leurs écrits, avec leurs histoires, et c'est quelque chose qui nous suit. Voilà, pour moi c'est ça un grand écrivain. Après, voilà, il y a des gens moins connus qui sont de grands écrivains, de grands auteurs, et qui me laissent à moi une trace assez indélébile. On parlait d'Alain Cadéot, on parle souvent d'Alain Cadéot, et on le sait tous les deux, c'est quelque chose d'important. J'aurais aussi John Fante, moi, qui pour moi a vraiment bousculé et qui m'a peut-être lui permis d'écrire. Mhm. C'est-à-dire que avant, je lisais des livres avec une certaine rigueur structurale, euh, un peu d'académisme dans le... Voilà, et j'ai dit une fois à un journaliste, un jardin à la française. Et pour moi, c'était intouchable ça, un jardin à la française. Mhm. Je ne pouvais pas y mettre les pieds. Et puis j'ai lu John Fante avec Bandini, avec tous ces autres romans, je les ai tous lus, de Monde à la poussière. Et je suis tombé dans un jardin à l'anglaise, luxuriant, foutraque, avec des couleurs, des choses qui partaient dans tous les sens, des choses tripales, même parfois presque vulgaires. Et je me suis dit, on peut écrire, on peut sortir de nous des histoires sans cet académisme-là très très figé. Et c'est peut-être ça inconsciemment qui m'a mis ce petit grain dans la tête en me disant peut-être qu'un jour tu pourras écrire aussi toi des histoires. Voilà, John Fante pour moi, voilà, c'est quelqu'un, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi c'est quelqu'un de très important, au même titre que les grands auteurs dont je parlais. C'est un peu aussi un petit défi qui t'a été lancé par une petite chicno d'un enfant de 8 ans. Oui, oui, Ça s'est effectivement. passé comment ça? Raconte-nous une fois. J'avais écrit mon manuscrit, je l'avais envoyé aux grandes maisons d'édition françaises parce que pour moi
J'imaginais qu'il n'y ait que les grandes maisons d'édition françaises qui m'avaient toutes refusé. J'ai eu un retour particulier qui m'a dit que ça pouvait peut-être être possible en retravaillant mon manuscrit. C'est ce que j'ai fait, et puis je l'ai envoyé à de plus petites maisons d'édition. Et quand une maison d'édition qui s'appelle Aciel, qui est dans le sud-ouest, m'a proposé de méditer ce roman-là, cette histoire-là, au même moment, un de mes fils à qui on était à table avec mes fils et je leur disais qu'il ne fallait pas avoir de petits rêves dans la vie. On essayait avec mon épouse de les pousser un peu dans le retranchement, en leur disant que tout était possible, il ne fallait pas avoir de petits rêves, qu'il fallait avoir de grands rêves et essayer de les vivre. Et au pire, on n'allait pas jusqu'au bout, mais en tout cas, ne pas avoir de regrets, tenter les choses et ne pas avoir de limites. Et j'aurais dit qu'il fallait qu'il fallait suivre leurs grands rêves. Et mon fils de 8 ans à l'époque m'avait dit, mais quel était ton grand rêve à toi petit? Et j'ai forcément dû lui dire que c'était écrire des romans. Et là il m'a dit, mais alors tu nous dis de le faire et toi tu ne le fais pas, pourquoi tu ne le fais pas? Et c'était quelque temps après avoir reçu l'accord de la maison d'édition Aciel qui allait éditer mon premier roman. Et donc je lui ai dit que si justement j'étais en train de le faire. Donc c'est magnifique ça. C'est assez miraculeux, oui. Oui. C'est assez miraculeux. Donc mon fils est mon premier agent. Tu es un homme de l'espace, tu es un homme qui vit au pied des montagnes. Tu viens de nous le dire, tu adores les balades, tu adores t'échapper. Et tu fais énormément d'introspection dans l'âme humaine. Tu observes les gens en profondeur. Donc, tu rentres dans une autre dimension. Comment est-ce possible? Alors que tu es un homme d'espace, tu rentres dans la personne. Et là, tu analyses le personnage. Ouais, C'est comme ça que je te ressens. Je me souviens de cette ambiance dans la salle d'attente, le premier roman que j'ai découvert de toi, où on est là dans presque un huis clos. Il y a des choses qui se passent derrière des portes ou en rue, mais on est là et on observe les gens. Comment parviens-tu à donner, je veux dire, cette vibration-là dans un endroit si renfermé? Je me rappelle qu'on en avait déjà parlé. Moi, il me semble que je t'avais répondu que c'est observer les gens en fait. Voilà. D'abord en premier, essayer de les comprendre. Je pense que vraiment j'ai besoin de m'échapper du monde et du bruit et de la fureur. Mais j'ai aussi ce besoin de connaître les gens, de les comprendre. Il me semble que je t'avais aussi dit que tous les écrivains étaient d'abord des observateurs. Je pense, pour moi, après, c'est peut-être complètement faux, je me plante peut-être, mais pour moi j'ai besoin d'observer les gens, j'ai besoin de les comprendre, j'ai besoin de parler avec eux aussi, pour les comprendre, pour connaître leur trajet. Alors pas forcément pour qu'ils me racontent leur intimité, après c'est moi qui peux l'imaginer à ma guise. Tu sais, c'est comme passer le soir devant les immeubles où il y a les fenêtres éclairées, où on se demande ce qui se passe derrière. C'est pas être voyeur, voilà. C'est être juste curieux et essayer de comprendre les gens en fait. Alors moi je les comprends peut-être pas forcément, mais en tout cas je les imagine. On les imagine, voilà. Et parfois ça tombe juste parce que parfois des lecteurs disent vous avez écrit ce que j'ai pensé ou ce que j'ai dit ou ce que j'ai vécu. Et parfois sans doute pas du tout. Mais en tout cas j'essaie. Je trouve que déjà essayer de comprendre l'autre, c'est un grand pas vers la paix, en tout cas pas forcément du monde, mais la paix intérieure. Et quand tu as écrit un autre roman qui s'appelle Elle m'attendait, où on est tout à fait dans une autre atmosphère, dans quel état d'esprit es-tu à ce moment-là? Pareil, j'entends parler d'une histoire et j'y pense pendant des semaines et des mois. J'ai le thème et après je me demande comment je vais en parler, sur quel ton. Et voilà, et je pensais faire un drame, pour tout te dire au départ, pour Elle m'attendait, et j'en fais une histoire d'amour en fait, parce que c'est une histoire d'amour pour moi. Parce que quand je parle du personnage à la première personne, j'ai envie de le sauver en fait par quelque chose, et je le sauve par une belle histoire d'amour. Et c'est un autre ton, mais je trouve que c'est ça qui est absolument
absolument jubilatoire quand on écrit, c'est on peut mettre des couleurs et des tonalités différentes, on peut vivre des vies différentes, avec des intensités différentes aussi. Et voilà, c'est encore une fois, je suis un enfant dans un magasin de bonbons, je peux tout goûter, tout essayer. Ça va peut-être pas fonctionner chaque fois. Ouais, j'ai tenté le polar, je sais que c'est pas du tout mon domaine, je dévie toujours vers quelque chose d'autre. Mais faudrait y revenir, hein, parce que tu as vu l'ambiance qu'il y a dans les salons de polar. J'ai vu ça, l'iris noir, je suis extrêmement jaloux de ça. J'aimerais qu'on m'invite pour prendre des photos, porter des valises, servir à boire. Donc un petit crime dans un prochain roman. Il va falloir que je fasse ça. J'avais un ami qui écrivait des polars, qui écrit des polars toujours. Quand je lui avais parlé d'Elle m'attendait, je lui avais dit, je crois que j'ai écrit une histoire d'amour. Et il m'a dit, j'espère que ça se finit dans un bain de sang quand même. Et non. Regarde l'ouvrage que notre ami Moncho a écrit. Pour moi, il y a plein de puissance là-dedans. Il y a un meurtre dès le départ. Oui, c'est une écriture, je dis, qui est délicieuse et qui est très poétique. De la dentelle. C'est de la dentelle. Oui, Philippe Moncho, c'est de la dentelle. C'est de la dentelle. Ouais, c'est de la dentelle. Ça, c'est un gars qui m'a manqué le week-end dernier, ça. Bah oui. Il aurait pu venir. Enfin, il aurait pu. Ça lui aurait plu l'ambiance. Oui, enfin, celle que j'ai vue en vidéo. Il y a peut-être des choses qui se sont passées que je n'ai pas vues. Alors, Elle m'attendait tombe dans les mains d'un éditeur qui s'appelle Jean-Philippe Lafont et Florence Franc. Édition La Trace. Éditions La Trace. Alors, parle-nous un peu de cette maison d'édition. Les belles éditions La Trace. Je crois qu'il n'y a pas une interview où je ne parle pas d'Alain Cadéot, qui t'a fait grand découvrir ami, et les éditions La Trace, avec Jean-Philippe et Florence Franc, qui sont des êtres adorables, très très soucieux des autres, on parlait des autres, très désireux de faire de beaux livres, qui ont une exigence vraiment assez bienvenue, je trouve, pour les auteurs. Savoir que si l'on est édité, c'est parce qu'ils croient vraiment en nos manuscrits. C'est un gage de qualité pour moi. Je trouve que voilà, je peux leur faire confiance là-dessus. Je sais que s'ils n'aiment pas un manuscrit, ils le disent. Et je trouve ça tout à fait honnête. En tout cas dans leur métier d'éditeur. Et puis voilà, comment dire ensuite du bien de gens qui sont devenus des amis, autant que des éditeurs. Pour moi c'est compliqué parce là on rentre presque dans l'affectif. En tout cas c'est des gens qui sont désireux du bien-être de leurs auteurs, qui sont désireux de faire de beaux objets livres avec de beaux messages à l'intérieur. Et ça correspond vraiment à ce que moi j'imaginais un peu de la littérature. Donc il y a forcément une connexion qui s'opère entre nous et entre les auteurs de La Trace. Je me mets dans la peau de l'éditeur, de Jean-Philippe Lafont, qui a découvert par un premier roman édité ailleurs, mais qui découvre alors un second roman qu'il édite. Et puis tu arrives avec Nos silences ne sont pas des chansons d'amour. Oui. Un thème tout à fait différent, où là il y a le Tom Notti musicien ou amoureux de la musique qui apparaît. Oui. Parle-nous un petit peu de ce changement dans l'écriture. Alors après, Elle m'attendait, qui était quand même un livre profond, qui était une histoire d'amour un peu, pas difficile, mais profonde. Je vais rester sur le terme profond. J'ai 2 manuscrits. J'ai Témoin de rien et Nos silences ne sont pas des chansons d'amour. Et on se demande avec Jean-Philippe, parce qu'il aime les deux, lequel on sort. Après Elle m'attendait, qui a eu quand même des beaux retours. Et on se dit que si on sort Témoin de rien, ça risque d'être un peu dans la lignée. D'accord. L'autre. Et effectivement, Nos silences, et je n'ai pas le droit de dire le terme léger, mais en tout cas c'est moins lourd, moins douloureux que les autres romans. Et puis il y a la période du Covid qui plombe un peu tout ça, et donc définitivement on se dit que le livre à sortir est Nos silences avec l'aspect musical, voilà, cette bonhomie un peu plus dans le thème. Silence,
qui s'est tombé juste au moment où il y avait une fête de la musique ici sur la place. Je dois dire, j'étais dans l'ambiance. Ah ben alors effectivement, ouais, effectivement. Donc du coup voilà, on sort de Silence, qui est un livre que j'aime beaucoup, surtout avec une mise en page sur une idée de Jean-Philippe Lafont, donc mon éditeur de La Trace, qui me dit un jour j'aimerais un livre avec des chapitres de chansons qui soient des titres des chapitres de livres qui soient des titres de chansons. Et je lui ai dit, écoute, avec ça, est-ce que tu me donnes ton idée? Donc il l'a bien voulu, donc ça a été vraiment très drôle de chercher les titres un bonheur pour vous. Quoi, ouais. Voilà, on s'est marré aussi à l'écrire, voilà, et à faire cet objet-là. Voilà, et donc je savais que derrière il y avait Témoin de rien avec la version initiale qui était prête, donc j'ai retravaillé forcément. Mais c'était pour un peu alterner aussi, alterner. Donc on va, parce que Témoin de rien dont on parlera ce soir, on ne va pas trop en parler maintenant, parce que ce soir on en parlera, tu vas rebondir avec quelque chose je veux dire, d'hyper léger, je ne vais pas dire d'hyper léger, mais d'hyper musical. Eh bien non, ça sera plutôt sportif que musical. Ah, sportif. Mais ça va faire plaisir à notre ami de Besançon, qui est notre ami Guillaume, voilà. Ben, j'espère. Plutôt sportif. Alors pareil, c'est le manuscrit, la version initiale est depuis longtemps chez Jean-Philippe et ils ont accepté. Et qui a la balle en main, c'est lui donc qui a la balle en main pour Ils ont accepté de l'éditer. Alors non, maintenant il faut que je le retravaille, parce qu'une fois qu'ils acceptent, c'est là que le gros boulot, il faut être digne après. Oui. Donc il y a du taf. Pour se sentir un peu digne d'être édité, il y a du taf, c'est encore pire que la version initiale. Mais oui, effectivement, il y a déjà un autre manuscrit. Ouais, vraiment plutôt différent, alors plutôt différent dans l'approche aussi. Et puis voilà, j'essaie toujours d'avoir un ou deux coups d'avance pour ne pas... Amélie Nothomb. C'est peut-être ça, quoi. Tu en as presque. Presque, on va dire. Non, loin de là. Non, c'est une plaisanterie là. Alors on va maintenant revenir, parce qu'on va bientôt faire notre petit tour en ville. On va aller voir si la ville est toujours là. Mais oui. Mais on va parler de Témoin de rien. Alors là, on est dans un ouvrage qui est époustouflant de délicatesse. Encore une fois, c'est le jeu de l'écriture, c'est de mettre en scène ce que tu fais, mais c'est surtout de prendre le lecteur par la main, de s'asseoir dans le jardin, je vais dire comme ça, et dire « regarde un peu ce qui se passe ici ». Donc en 2 mots, c'est une propriété qui est offerte à 2 jeunes femmes, qui vont chacune, je vais dire, qui ont épousé chacune 2 individus. Un qui est un ouvrier, donc lui c'est son petit boulot puis il rentre à la maison. L'autre est un être un peu plus ruste, qui va être un homme d'affaires, enfin, qui va gérer une équipe, donc un peu plus dynamique. Donc les 2 familles vont évoluer socialement dans des niveaux différents. Il y aura un drame qui va se passer, on n'en dit rien du tout, mais c'est surtout le regard, et ça c'est la construction littéraire qui est magique, c'est qu'entre chacun des chapitres, régulièrement, il y a l'avis, il y a le regard de celui qui passe par le trou de la haie, qui voit ce qui se passe à gauche, qui voit ce qui se passe à droite, et qui vient s'allonger près du lecteur, et qui lui raconte, tu sais. C'est génial. C'était à maturer, j'allais dire. Et puis l'actualité, peut-être... L'histoire des 2 sœurs, c'est très très simple. Mes 2 voisines sont 2 sœurs. D'accord. Espagnoles. Elles sont tellement différentes et à la fois tellement mêlées, ancrées l'une à l'autre, dans un regard. Elles ne se parlent pas beaucoup, mais voilà, on sait qu'elles sont là l'une pour l'autre tout le temps. Et plus loin dans mon quartier, j'ai aussi 2 sœurs italiennes qui habitent côte à côte, des maisons côte à côte. Donc ça, le postulat de départ des 2 sœurs très différentes, il était simple, je l'avais sous les yeux. Après, je voulais aborder certains thèmes, je ne sais pas si on peut en parler, mais au niveau de la violence conjugale aussi, que j'avais envie d'aborder, mais pas de manière frontale. Du coup, c'était plutôt, que se passe-t-il, quelles sont les déflagrations autour du couple dans lequel cette violence-là a lieu. Et puis effectivement, je voulais un regard neutre, et puis un regard qui pouvait comparer la manière de vivre des 2 sœurs. Et donc, le chien entre en scène
pour être une voix. Alors voilà, c'était cet œil-là, au départ, qui n'est juste là que témoin. C'est-à-dire qu'il ne juge pas, il voit, comme tu l'as dit, vraiment. C'est ce que je voulais faire. Après, l'histoire évolue, et tout évolue d'ailleurs. Mais c'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Alors comment ça m'est venu? Je te dirais que je n'en sais absolument rien. Je te dirais que petit, j'ai toujours eu un chien aussi près de moi. Donc pourquoi pas? Ça aurait pu être un chat. Mais Gilles le gardinier l'avait trop bien fait avant moi. Je ne pouvais pas. Non, et Siegfried aussi. Voilà. Mais bon, voilà, c'est encore une fois, j'ai essayé d'aborder les thèmes un peu de manière biaisée. Je ne voulais pas les aborder de manière frontale. Et pour ça, il fallait que je trouve des vecteurs. Et ces vecteurs-là, ce sont des personnages. Donc c'est un peu le hasard, j'allais dire aussi, quoi. Eh bien, Tom, je te remercie d'être venu chez moi. On va aller prendre un grand bol d'air maintenant. Allons-y. Et on va voir si la Grand Place est toujours là, les bras ouverts pour nous recevoir. Eh bien, merci beaucoup. Merci de ton accueil. Et on se retrouve ce soir après. On se retrouve à l'île au Corps ce soir. Voilà. Merci, Tom. Merci.